Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc nous sommes toujours au mois de mai et on parle toujours de sexe. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui Carmen Maria Vega Et Madame de Maison Chardon. Voilà, donc tout un programme qui nous attend. Donc est-ce que vous voulez vous présenter, mesdames? Moi, je peux, oui. Allez-y. Tu veux que je te présente? Si tu veux. Hein. Bon, je commence par moi-même, vous ferez vous-même pas après. Voilà. Carmen Maria Vega, donc chanteuse, comédienne, réalisatrice, productrice, couteau suisse. Et tout ce que je ne sais pas faire, je veux bien l'apprendre. Voilà. Écoutez, on fait dans l'argenterie Oui. de même. Madame de Maison Chardon, créatrice, domina, artiste, photographe, vidéaste, performeuse. Et voilà. Et créatrice de créatrice mode, de mode, voilà. attention. Oui, Voilà. Donc D'habits de contrainte. exactement. Les sensations par la tenue. c'est quoi des habits de contrainte? Ah, bah alors, des habits de contrainte, en fait, ce sont des tenues qui structurent le corps, qui maintiennent pour limiter les mouvements. En fait, parce qu'il y a un plaisir dans la limite. Et donc, en fait, on peut faire que des petits pas, comme des petits pas de geisha, comme ça. Mais je suis gentille, j'ai mis un zipper qui s'ouvre s'il y a des marches. Voilà. Pour permettre de descendre les escaliers ou de monter les escaliers ou d'avoir une démarche plus ample. Voilà. Mais voilà. Mais le plus drôle, c'est qu'on ferme tout. Et donc, ça, c'est dans ta collection qui s'appelle? Oui, bah du coup, donc je suis la créatrice de Maison Chardon. Et donc voilà, en fait, ce sont des vêtements de haute couture à dimension fétiche, mais pas que. On peut très bien enfin voilà. Mais le vêtement est conçu, voilà, pour créer des sensations et donc des sensations de contrainte pour jouer dans les limitations, dans l'espace, dans le déploiement du corps, ainsi que une dimension sonore. De par les perles et les franges qui s'entrechoquent, donc il y a une musicalité, donc dans le mouvement, il y a une musicalité. On sait quand la personne rentre dans la pièce. Enfin, donc il y a un côté assez envoûtant et aussi de par la matière. En fait, les choix de matière sont très importants car il faut aussi que ça stimule l'épiderme et visuellement aussi évidemment. Donc en fait, c'est des vêtements où tu mets aussi les sens sont à l'éveil. Oui, quand voilà, tu fais. exactement. Et donc en fait aussi, oui, de par les franges, il y a aussi une stimulation de l'épiderme aussi. Non, pour les hauts, ils s'arrêtent à mi-téton, donc le travail de la frange va venir frotter, exciter. Mais après, on s'arrête pas qu'au téton. On peut exciter tout l'épiderme, c'est super. Voilà. Moi qui ai eu la chance de porter une fois, donc justement, ce dont tu parles, Mhm. les petites franges qui sont à ras du téton, effectivement, il y a une stimulation réelle et concrète. Mhm. Je l'ai porté sur scène et ça m'a transcendé quand même. Enfin, je veux dire, ça m'a porté et je me dis, putain, je suis là, debout sur scène avec ça et mes seins à moitié à poil, où tout le monde le voit, quoi. Mais oui, et puis il y a toujours un jeu de cacher-montrer. Ouais. En fait, un peek-à-boo qui C'est pas vu. j'adore. C'est pas à vue, quoi. Ouais, voilà, et j'adore pouvoir aller à l'église avec. Voilà, l'avant passe toujours et l'arrière, voilà. D'ailleurs, il y a une magnifique Robe à chaînes comme Oui, ça, c'est là, des chaînes dans en ta or. dernière création. Oui. Là. En or, hein. Ouais. Ah, c'est de l'or. Oui. Oui, parce qu'on rappelle que c'est du luxe. C'est Oui, ultra beau. c'est haute couture. Oui, fait en atelier par des petites mains merveilleuses. C'est du sur mesure. Oui, parce qu'on n'est pas Il y du en tout a dans le qu'une. stretch. Exemple, quoi. Parce que ça c'est beaucoup d'heures de travail. Ah oui, Cette robe-là, quoi. oui, c'est centaines d'heures de travail. C'est voilà, il y a des broderies C'est en une œuvre fil d'art. d'or. Par exemple, on voit que ce sont des nœuds baroques, mais en fait, si on voit le détail, en fait, ce n'est pas qu'un nœud baroque, c'est un nœud qui est composé de petites fleurs de chardon et de feuilles de chardon brodées à la quintille d'or, donc au fil de métal d'or, et qui s'entremêlent pour créer ce nœud baroque. Enfin voilà, donc il y a toute une poésie qui rentre dans la recherche du motif et de l'effet du vêtement, du mouvement du vêtement. Enfin voilà, c'est
C'est pour ça qu'on vous a invité aussi, parce qu'on avait envie de mettre justement la poésie, le sexe et l'érotisme Voilà. aujourd'hui en lumière. Donc merci en tout cas de venir nous raconter Ah oui, merci. toutes ces Avec jolies plaisir. choses. Justement, lié à la sexualité, en fait, j'ai créé Maison Chardon parce que justement, je ne me retrouvais pas dans ce qui était disponible dans le commerce. En plus, personnellement, je trouvais ce format trop stéréotypé et je ne me retrouvais pas dedans parce que je me retrouve plus dans tout ce qui est corps entièrement couvert. Et donc, en fait, aussi, dans tout ce qui était proposé dans l'univers du fétiche et SM, c'était voilà, on va dans des choses de contrainte, on va dans tout ça, sauf qu'en fait, c'était que des looks méga stéréotypés, industriels, heavy rubber, très. En fait, c'était Pas très confortable. oh mais ça, C'est pas fait c'est le pour. plaisir. Ça, c'est ce qu'on Ça, cherche. Mais c'est ce qu'on cherche. c'est pas ça, c'est que en fait l'esthétique était vraiment aussi stéréotypée à leur façon, où c'était très industriel, très hardcore, Très Mad Max. très Mad Max, voilà. Et en fait, moi, je me retrouvais pas là du tout là-dedans, et parce que mon kink aussi, c'est les matières, l'aspect très sophistiqué. Moi, je vois un velours sculpté, ça me fait avoir un orgasme. Je vois des beaux sièges à franges, j'en peux plus. L'argenterie brillante, c'est incroyable. Donc en fait, il y a T'as mis du luxe dans tout ce qui était Oui. un peu cheap, quoi. Une stimulation, c'était même c'est pas poétique, forcément quoi. cheap, c'est que un c'était autre genre. voilà. Oui, une stimulation un peu plus poétique dans C'est la ça. matière. Et voilà. en Et fait, du coup, c'est- c'était cet aspect-là très poétique, plus léger, avec des matières plus diverses et recherchées et délicates, qui moi personnellement me stimulent visuellement. Et c'est pour ça que j'ai dû créer du coup mes tenues. C'est venu d'un besoin personnel. Euh, et il s'avère que ça a touché d'autres personnes aussi. Et Donc voilà. peut-être, je me disais, comme pour les gens qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer un kink, ce que c'est? Ah, Il y a des un gens qui vont kink. pas savoir ce que c'est. Le K-I-N-K. kink, comment dire, ça serait la déviance qui nous stimule. Voilà. Quelle belle réponse. Voilà. Mais après, bon, qu'est-ce qu'une déviance? Si Oui, les voilà. gens en questionnent, qu'est-ce que la norme? Pour moi, il n'y a pas de norme, Voilà. parce que le mot normal en soi est anormal. Donc, enfin voilà, il y a autant de kinks, de fantasmes, de choses qu'il y a de D'êtres personnes humains. sur Terre. Donc, c'est ça qui est fascinant dans tout ça. En fait, on pourrait aussi affilier ce sentiment de contrainte juste à quelqu'un de soumis, alors qu'en fait non, de porter ses vêtements, ça peut être attribué aux deux, autant à quelqu'un de plus dominant que de soumis, dans le sens où c'est très glorieux. C'est une sensation très glorieuse. Le fait d'avoir quelque chose qui nous élance, de par le maintien, de sentir la matière qui nous enrobe, qui nous maintient un peu comme un corset, ça donne une prestance. Et donc en fait, c'est ça aussi, c'est que vraiment, c'est un vêtement qui va vraiment s'adapter à plusieurs types de personnes, enfin plusieurs recherches. Enfin voilà. Donc Bah oui, ça rejoint moi ce que je fais, et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est quand j'ai vu les vêtements de Maison Chardon, j'ai vu en plus je crois que c'est mon fil d'actualité, le hasard. Je vois une tenue sublime avec de la soie et puis des franges, et je me dis ah là j'aimerais trop porter ça. Je me dis je l'attends. Les gens répondent pas toujours sur Instagram quand tu les sollicites pour un prêt de vêtements, et c'est normal parce que enfin là je me dis c'est très quali, c'est pas sûr qu'elles me répondent. Ils m'ont répondu tout de suite, je crois. Oui. Ouais. Alors j'envoie bouler plein de gens. Ouais. Donc, je connaissais pas. Ah, c'est mon plaisir. Mais bon, j'avais encore plus que tu m'as répondu. oui. Ouais. Et comme moi, sur scène, je porte quand même déjà beaucoup de vêtements contraignants. Ça m'arrive de porter beaucoup de corsets. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis sur se sentir contraint et en même temps élancé et dans un pouvoir quelque part aussi, dans une connexion à sa propre sensualité. Déjà, le travail de personnage, le travail de la chanteuse, c'est déjà la moitié du travail, quoi.
tu rajoutes par-dessus ça les accessoires et le maquillage. Et évidemment, tout le travail en amont de chant et de chansons et de composition. Mais pour moi, c'est hyper important. C'est aussi important qu'une bonne chanson. Je peux pas monter sur scène en jean, quoi. C'est pas possible. Il y en a, ils s'en foutent. Enfin, mais moi, je peux pas. Et tes vêtements m'ont transcendé. Réellement, je l'ai dit, c'est vrai. Enfin, j'ai fait un spectacle à Nouvelle Ève une fois dans tes tenues et j'étais là, ah ouais, c'est très libérateur. Parce que t'es en pleine conscience de ta sensualité et déjà, bon, le fait d'être sur scène transcende de base le regard du spectateur, mais la couture et comment on est mis en avant avec les vêtements, ça contribue à fond. Bah, le fait déjà de te reconnecter avec des sensations, de te connecter à ton corps. Exactement. En fait, mais voilà, ça t'ancre, enfin, ça te, voilà. Ouais. Et du coup, c'est le bon mot, c'est exactement ça, ça t'ancre. Mm. Et tu rentres sur scène, Et vraiment ça a toujours été pour toi hyper important. depuis toujours ou Ah il y a- ouais. Au tout début, j'étais assez frustrée. Moi, j'étais jeune chanteuse et tout. Pas forcément il y a 18 ans. Je connaissais pas de gens dans la mode réellement. J'avais un ami qui commençait dans la mode, donc il m'a fait mes premières tenues. Et pour moi, c'était très important d'avoir vite quand même un truc qui m'identifiait et dans lequel je me sentais bien. Sur le premier album, j'étais plutôt punkette avec un tartan et puis plutôt très couverte avec les cheveux très longs. Et deuxième album, je me suis rasé le crâne et j'ai mis des mini shorts et je voulais être très sexy, quoi. Et tout de suite, je voulais être dans, et en fait, le fait de me raser le crâne et de mettre pas du tout de vêtements, bah là, c'est là que je me suis complètement réapproprié ma sensualité de femme. Ça m'a révélé à moi-même de faire ça. T'as trouvé ta sensualité ailleurs que dans les artifices des cheveux, des ouais, choses alors comme que ça, j'adore, t'allais te tu vois, chercher, c'est vraiment, et aujourd'hui, j'aimerais bien me raser le crâne un jour parce que ça me va bien, j'aime bien, mais j'avais besoin de cette phase-là, de passer par questionner le garçon en moi aussi, parce que moi, j'ai une dualité en moi tout le temps. mais oui, on l'a toutes. On l'a toutes et tous et bah toutes. oui. Oui, on l'exprime tous de façon différente, Bien mais sûr. c'est présent dans Bah chaque oui, personne. dans en fait. chaque personne, évidemment. Après, c'est pas toujours assumé chez tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le refus de ça, beaucoup. Mais en fait, on a notre dualité forcément. On est un peu fille, un peu garçon, quoi. Et moi, je suis un peu garçon manqué, mais donc j'aimais bien me dire, je suis un petit garçon en talon. Je suis un petit PD. J'aime bien. Mais oui. Et t'es arrivée très vite à cet univers du corset, hein, parce que l'image que t'as maintenant. Le corset, je suis pas arrivée très rapidement. Il a fallu. C'est le premier spectacle que j'ai fait autour de Boris Vian. J'étais pas corsetée, mais j'avais donc mon ami Boris Fuchy qui avait sa ligne Boris Fuchy, qui m'avait créé tout un costume évolutif que j'ai enlevé au fur et à mesure parce que je faisais un striptease à la fin. Et il m'avait même mis des néons en soutif et culotte et tout que j'allumais à la fin. C'était génial, j'adorais. Et après, j'ai remonté des années plus tard. Là, cette année, en fait, j'ai refait un album autour de Boris Vian et je me suis formée à la pole dance pour pouvoir recréer ce striptease. Et là, j'étais corsetée. Alors le corset, je l'ai aussi vécu quand j'ai fait la comédie musicale sur Mistinguett, évidemment, puisque c'était dans les années 20-30, donc on était forcément très corsetés. Et puis j'ai travaillé régulièrement avec Madame Arthur, avec Monsieur K, donc des cabarets où le corset est un peu, fait partie du paysage. On n'est pas obligé d'avoir ça d'ailleurs, hein. Mais c'est inconfortable quand même pour chanter. Et oui, c'est ce que je me demandais, c'est-à-dire que même au niveau de la voix, pour te placer et tout, parfois ça doit être. C'est vrai que c'est pas toujours idéal pour chanter. Au moins t'es bien droite. Ta colonne d'air est bien droite. Elle est pas hyper aérée, mais ça te fait bosser les abdos, quoi. Et la façon en fait de mettre cette sexualité en scène, en fait, que ce soit dans les vêtements, donc c'est aussi une mise en scène parce que tu dois y réfléchir, comme tu as dit, à tous les sens qui sont en éveil. Toi, quand tu es sur scène, tu vas chanter et tu vas justement aussi avoir tous tes sens en éveil pour pouvoir faire la meilleure performance. Ça vient d'où cette envie de relier à la fois le sexe et l'art? C'est peut-être une question un peu vague, mais est-ce que vous savez pourquoi ça vous stimule? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire ça? Comment dire? Moi, c'est venu vraiment en fait d'assez loin. Donc j'ai grandi dans une partie de ma famille est très très religieuse, enfin a été religieuse assez extrême. L'autre partie moins, mais la sexualité est un énorme tabou.
Donc en fait, j'ai toujours eu une injustice toujours senti une injustice par rapport à ça, sachant que bon, si on est là, c'est que quelque chose s'est bien passé. Et d'ailleurs, mais bon. Oui. En tout cas, c'est arrivé, quoi. C'est passé. On espère que voilà. Mais et donc en fait, je comprenais pas ce tabou par rapport à quelque chose qui justement est censé être positif. Et donc j'en souffrais moi-même et je refusais d'en souffrir. Enfin, j'ai refusé et en fait, du coup, c'est par l'art que j'ai pu exprimer ce côté-là de moi. Avant, je travaillais beaucoup sur plutôt l'enfant en soi, la partie onirique que l'on a et après une rupture avec mon premier copain qui avait duré plusieurs années, qui m'infantilisait plutôt à son avantage, je me suis pour la première fois de ma vie sentie, bon, on va dire femme, hein, voilà, mais dans le côté stéréotype de la chose, où d'un coup j'ai porté des talons, des corsets et des jupes très serrées, et en fait je me suis sentie très bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement à explorer plus ma sexualité et à parler de ça. En fait, c'était un peu comme si je devais faire un coming out à toute ma famille parce que je commençais à écrire des poèmes érotiques, faire des performances érotiques. Enfin, voilà, où donc j'étais entre autres nue ou que je faisais des mises en scène avec où je rabotais des barres de pole dance en bois. Je donnais des coups de fouet sur des canapés comme les Chesterfield. Enfin pas les Chesterfield, comment ça s'appelle? Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, les les Chesterfield. Chesterfield, ouais. J'avais créé par exemple un canapé, bon version mini parce que là on avait moins de budget, hein, en beurre. Voilà, j'avais un petit canapé quand même qui devait faire bien 80 centimètres sur Tout en beurre 50, entièrement en beurre que je fouettais avec un fouet. Enfin voilà, donc il y avait quelque chose beaucoup aussi contre le patriarcat et tout ça. Et tu utilises beaucoup la nourriture. Oui, alors Dans tes oui, performances. j'ai un food fétiche et non un foot fétiche, voilà. Mais c'est voilà, je suis obsédée par la nourriture. Pour moi, c'est orgasmique la nourriture, mais on le retrouve dans beaucoup de mon travail. Mais du coup voilà. Et donc en fait, j'ai commencé donc à faire tout ça. Et ça a été libérateur, thérapeutique. Enfin, l'art est thérapeutique. Et en fait, comment dire, j'ai réalisé assez récemment que tous mes processus artistiques à travers la vidéo, la photo, les performances, donc j'emploie parfois 30 modèles, enfin voilà, j'ai parfois des gros événements. En fait, tous mes processus artistiques ne sont que des séances de domination. Voilà, donc c'est assez intéressant. Elle adore torturer ses copines. Moi, j'adore qu'elle me torture. Ah, ben oui. Et en fait, donc voilà, donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, voilà, à travers mes processus artistiques, je parle de sexualité évidemment, mais pour moi, la sexualité ne s'arrête pas à quelque chose de génital, bien au contraire. Ça peut être mental, enfin, ça peut être, enfin, c'est un art complet. Donc c'est venu de là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'icônes religieuses dans mon travail. On aime le sacré et désacraliser les choses. J'ai une certaine obsession aussi à travers le beau et le répugnant. Enfin, et donc voilà, cette dualité, je trouve, est très intéressante. Et voilà, donc c'est pour ça que même à travers Maison Chardon, j'essaye, même s'il faut essayer de créer une imagerie qui soit assez accessible dans un sens, toujours je vais mettre un petit twist léger qui fait qu'il y a toujours un truc, un petit flottement, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui bug. Ouais. Et ça, c'est mon plaisir aussi. Moi, j'adore. Voilà. Mais on s'est retrouvés là-dessus aussi. Enfin, dans mon travail, je le fais de cette façon-là.
Et les icônes religieuses, j'en ai foutu partout sur scène. Santa Maria, bon, on adore la croix en néon, la rose. Je l'ai fait fabriquer, je l'ai mis sur scène sur Santa Maria. Après, je me suis dit non, mais j'ai pas envie de l'enlever sur le prochain spectacle, donc je l'ai mis un peu de travers. Puis sur le prochain, je l'ai mis par terre. Voilà, en ce moment, elle est dans mon salon derrière la pole dance. On l'adore, voilà. Très sympa d'aller chez Carmen d'ailleurs. Mais oui, on aime bien venir chez moi. oui. Elle m'a déjà attachée chez moi d'ailleurs, c'était super. Sur mes belles poutres. Ah, de très belles poutres. C'est un peu le souci. Ça, par exemple, ça l'excite, tu vois. Elle rentre dans une maison, on dit, oh, vous avez très belle. Mais pas que dans les maisons. Oui, mais. C'est horrible, des formations professionnelles, où que j'aille, restaurant, maison. Quelle belle charpente. Voilà. Je regarde la charpente. Bah oui. T'as déjà remarqué, on a des petites ficelles en laine qui tiennent notre tente, tu les as déjà remarquées? Ah, mais, attends, j'ai remarqué les fissures. Je regarde les plafonds. Les plafonds, une obsession. Est-ce que ça tient, ça? Si je regarde les points d'accroche. Ah non, mais je le sais rien qu'au premier coup d'œil. Ça, c'est... Ouais. Donc, toi, du coup, Carmen, comment ça t'est venu Bah, c'est assez marrant parce que alors moi, c'est pas la famille. J'ai pas non plus une famille où on parlait de sexualité librement à midi, hein, bien sûr. Mais ma mère est catho, mon père est athée. Moi, c'est un mec qui m'a fait chier quelque part, donc ça rejoint un peu ce que tu disais. Sur mon premier album, il m'avait tellement dit il faut que les gens se reconnaissent en toi, il faut que tu sois asexué. Ça m'avait saoulé, putain. Asexué? Asexué. C'est genre que les gens n'aient pas de désir pour toi. J'ai dit mais pourquoi? Et en fait, c'est de la jalousie quelque part, ou je sais pas, enfin un truc qui ne concernait que lui. Je dis bah pourquoi? J'ai pas très envie, moi, de ça. Et donc, c'est aussi pour ça, le côté, je me rase la tête pour te faire chier. En plus, en pleine sortie de disque, c'était le premier album, c'était entre les deux. Donc, je sors un album, j'ai les cheveux méga longs, je me rase le crâne. Là, j'arrive sur France 2, promo télé. France Télé, c'est la même dame que là. Et à l'époque, ils étaient pas ready du tout, hein. Et ça m'a causé du tort. Même en télé, quoi, ça m'a fait me blacklister pendant un petit moment. Je l'ai su après par des on-dit et des machins, et ça a été plus long après derrière pour ramer, pour revenir et tout. Et ouais, c'est finalement c'était pour faire chier et me réapproprier mon corps, quoi. Bah oui. Et ma sexualité. Et c'était genre, en fait, moi, j'ai envie d'être sexy sur scène. Dans ma vie de tous les jours, j'aime porter des joggings, j'aime être confort, mais par contre sur scène, j'ai envie d'être démente. J'ai envie de me trouver belle, de me trouver sexy. C'est pour moi que je le fais, c'est pas pour allumer la galerie, tu vois. Non. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il te dit sois asexué. Ouais. Toi, tu lui dis non, moi je veux être sexy, ouais. Et tu te rases la tête. C'est quand même le symbole de la féminité dans l'inconscient collectif, ouais, bien sûr. Mais donc c'est aussi pour ça que c'était dans mon chemin de construction et de déconstruction, c'était plus simple à 25 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans. À 25 ans, c'était plus simple de me raser la tête et de dire, maintenant, par contre, je mets pas du tout de vêtements. J'enlève tout. Voilà. Donc, beaucoup de mini-shorts, des talons à gogo, alors que j'étais plutôt à plat avant. Et d'ailleurs, j'ai perdu une grande partie de mon public entre le premier et le deuxième album. Parce qu'ils ont pas compris. Parce que ça aussi, ça en dit long, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'identification aussi. Bah oui, les gens, ils veulent que tu restes à un endroit où ils t'ont connu. Ça les rassure. Si toi, tu changes, ça veut dire qu'eux aussi, il faut qu'ils évoluent. Donc, ça les bouscule. Mais c'est le principe de l'artiste. Il est toujours en renouvellement. Il est toujours en recherche. Et en fait, moi, je veux pas laisser mon public en paix. Et ceux qui sont les vrais fidèles qui me suivent depuis le début, ils le savent. Il y en a, Dieu merci. Hein. Mais je sais qu'à chaque fois que je sors quelque chose, j'en perds 2-3 ici et là parce qu'ils se reconnaissent plus, parce que ça les bouscule. Et ils disent non. Moi, j'aime la nostalgie parce qu'on a aussi l'être humain est très nostalgique naturellement et donc il veut se souvenir d'un endroit où c'était confortable aussi. Voilà. Et moi, mon travail, je le vois pas autrement que comme ça. Et puis en tant que personne, même en tant qu'artiste, on évolue. Bah bien sûr. Pour moi, c'était hyper important. Enfin, tu vois, on m'a souvent saoulée avec, mais pourquoi tu chantes plus La Menteuse? Mais parce que La Menteuse, elle a existé à mes 21 ans. Elle est sortie 4 ans après. J'en avais déjà marre quand elle est sortie. Et donc, je l'ai plus chantée, mais hyper rapidement. Sur le deuxième album, deuxième tournée, je la chantais, mais ça me faisait chier, putain. J'en avais marre. Mais voilà, elle m'a fait connue à un endroit. C'est très bien. Merci beaucoup. Et je l'adore. C'est une Carmen qui a existé, mais c'est plus celle d'aujourd'hui, quoi. Mais je la renie pas. Mais en tout cas, elle m'a permis aussi de faire ce cheminement-là, ces chansons-là. De dire, au-delà de ce mec qui était un peu pénible et contrôlant,
avec qui je ne travaille plus depuis des années, pas pour rien. Et ben voilà, ça m'a aussi permis quelque part, je le remercie parce que s'il m'avait pas fait chier, et ben j'aurais pas dit eh oh en fait je t'explique et j'explique aussi aux autres. Moi, ma liberté, elle est là. Oui. Dans ma sensualité, dans ma sexualité, dans ma féminité, je veux être en pleine possession de mon pouvoir de séduction et c'est pas pour allumer, c'est pour me sentir bien moi. C'est intéressant, ce sentiment de liberté, c'est quelque chose que vous partagez, j'imagine, qui est très fort et que c'est votre façon à vous de l'exprimer. Ouais, on le paye à plein d'endroits. Ah, évidemment. Bloqué de partout. Ben, regarde, t'as été blacklist à la télé. Voilà. Mais et puis toi, voilà, par exemple, tu pratiques le shibari. Mm. Le mot shibari, par exemple, en hashtag sur Insta, il est blacklisté. Oui, mais non. Shibari, lingerie, SM, Lingerie aussi. BDSM, goddess. Enfin, en fait, quasiment tout le vocabulaire, déjà tout le vocabulaire érotique est banni. Donc en fait, moi je suis shadowban constamment. Donc et sans même montrer de la dignité totale, je respecte les règles. Les tétons ne sont pas exposés, il y a toujours du cache-téton. Où il y a légèrement de transparence, mais on me bloque toujours pour incitation à la sexualité et non-respect des règles de la communauté. Donc en fait, comme si la sexualité c'était dangereux en fait, incitation à la sexualité. Mais c'est dangereux parce qu'en fait, si on a des gens qui s'affirment qu'ils sont bien dans leur peau, oui, c'est dangereux. C'est que non, mais ça veut dire c'est des gens qui vont se rendre compte justement que cette norme imposée n'est pas normale. Voyez-vous, c'est en fait d'être bien dans sa peau, ben on est en bonne santé. Voilà. On fait l'amour une fois par semaine avec son seul partenaire qu'on a depuis longtemps et Voilà. On n'explore pas trop, c'est ça en fait, parce que dans un sens. Bon non, alors ça parce que chacun se le voit, mais la sexualité une fois par semaine, moi le rythme machin. Non, ça c'est chacun midi à sa c'est place, personnel, mais c'est Non, mais c'est juste c'est une forme de liberté De norme, effectivement quoi. qui peut faire peur parce qu'à partir du moment où t'es un peu où t'es libre, t'es moins contrôlable. Mais ce qui est dingue, c'est que en particulier quand t'es des femmes. Ben oui. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais ce qui est dingue, c'est que l'érotisme, il est partout. Depuis des années. Depuis des la nuit années. des temps. Voilà. Je veux dire, Et tu regardes des sculptures grecques, tu regardes. Oui, bien sûr. Et ce qui est dingue, c'est que les réseaux qui sont censés refléter en fait la société bannissent ce genre de choses, alors qu'on a des meufs qui se font refaire le vagin. Ça dérange personne. On les laisse. Et après, par contre, de la lingerie. Non, mais ça c'est choses très un bien peu justement qu'il y ait des personnes qui se refont le minou parce qu'elles aiment ça, c'est cool. Mais c'est dommage de bloquer les autres aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si tu veux réglementer, il y a des choses un peu plus dangereuses que d'autres. L'érotisme n'est pas un danger en soi. Et non, mais c'est l'affirmation de soi, c'est pas un danger. Le problème, c'est que, vous voyez, mettre des cordes sur une personne, bah c'est suicidaire. Enfin, oui, souvent c'est genre mais c'est dangereux. C'est dangereux. La personne n'est pas consentante, évidemment. Bah oui. Voilà, dire, donc jamais de la vie quelqu'un qui décide de faire du cordage dans les mains de madame, le désir, elle le désire toujours. Mais oui, évidemment. Voilà. Bien sûr. Après, il y a des petits malins aussi qui utilisent du shibari, qui ne connaissent rien et qui sont pas attachés. Ou même qui connaissent, mais qui sont des profils de prédateurs, qui vont abuser. Enfin, voilà. Mais oui, tant que tout est fait dans le consentement et dans la joie, enfin, tout est OK. Il y a plein de gens qui écoutent et qui savent pas forcément ce qu'est le shibari. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Est-ce que vous le pratiquez aussi? Ben alors, c'est aussi pour ça que je crée des tenues de contrainte. C'est pour restituer cette sensation que procure le shibari. Donc en fait, le shibari, c'est l'art d'attacher des corps, des corps où on peut aussi s'amuser à attacher des plantes, je ne sais pas. Mais c'est l'art d'attacher des corps avec des cordes en particulier. Sinon, bon, le bondage, c'est pas seulement les cordes. On peut attacher avec du scotch ou on peut attacher avec des sangles, voilà. Ça, des bouts de laine. Des petits bouts de laine. Mais alors, elles vont casser, elles vont assez vite. Hein. Mais pas de suspension avec de la laine. Alors là, non. Mais donc c'est ça vraiment la différence entre le bondage et le shibari, parce que souvent c'est vrai qu'il y a une voilà, le shibari c'est vraiment spécifique à la corde et c'est un art qui vient du Japon et en fait qui était une technique d'accroche des prisonniers.
Oui, une technique d'accroche. Bah, d'ailleurs, ils utilisent toujours. Enfin, après, moi, j'ai vécu en Corée et au Japon pendant 6 ans. C'est vrai que ça me faisait sourire de voir dans les news, parfois, tu vois, quelqu'un qui sort de la voiture de police avec des petites cordes aux mains. J'étais là, voilà. Ah, j'adore. Donc, ça vient plus d'un univers carcéral, disons, c'est pas de punition, mais de vraie punition. Mais après, tout déviant peut trouver son compte dans tout ça. Et donc voilà. Donc en fait, ça a été un art qui a été détourné à des fins érotiques, entre autres. Donc voilà, donc attacher les corps et tout ça. Sauf que moi, j'ai plusieurs approches du shibari. Bon, j'ai une approche érotique, oui, mais j'ai aussi une approche thérapeutique, donc où je fais des séances de bondage thérapie, où en fait des traumatismes qui sont ancrés dans la chair, parfois de poser des mots n'est pas suffisant. Et en fait, c'est de par le bondage, ça peut comment dire? Stimuler? Oui, ça peut en fait Libérer. libérer justement ces traumatismes. Ça peut aussi dans la dynamique de se réapproprier son corps. Il y a beaucoup de choses. Enfin, autant j'ai travaillé avec des personnes qui ont eu des problèmes dus à des abus sexuels, autant j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes qui somatisent tout et du coup qui ont une approche de la vie très compliquée, donc très renfermée, qui n'arrivent pas à se présenter au monde. En fait, grâce au shibari, à travailler des postures ouvertes, C'est presque de l'ostéo ce que tu fais. oui. Après aussi, oui. En fait, ça, oui. Alors, c'est aussi efficace qu'une séance d'ostéo, franchement. ouais, problème de dos, problème d'épaule, Mais problème de bassin bloqué, voilà, ça aide. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Et donc après, il y a tout ce travail évidemment du lâcher prise. Donc pour des personnes qui sont très dans le contrôle, et ça peut être maladif, et ça peut vraiment entraver la vie, ça aide énormément. Et donc j'ai ces deux approches, donc il y a érotique, thérapeutique, et j'ai le milieu où c'est pour le plaisir, la joie de l'expérience corporelle dans un milieu non BDSM, dans une dynamique non BDSM. Ce n'est pas une relation de dominant à dominé, c'est juste c'est des bondage tea time que je fais, et donc en fait je reçois 5 personnes maximum. On mange des petits gâteaux, on boit du thé, C'est trop bien. et chacun se fait attacher à tour de rôle. Donc on a le plaisir et de contempler et de recevoir. Et non, il n'y a que moi qui attache. Et en fait, le shibari, de paraître attaché, suspendu ou non. Ça peut être au sol aussi, il n'y a pas de problème. Ou en suspension, en fait, on se joue de la gravité. On rentre dans une transe. C'est vraiment un voyage intérieur assez puissant. Et en fait, j'avais découvert ça en étant modèle moi-même pendant 2 ans. Je recevais du shibari sur mon corps 2 fois par mois. Et en fait, j'ai pu me rendre compte de tous ces bienfaits. Et je voulais justement faire partager ça parce que je trouvais que ça limitait beaucoup trop cette approche du shibari qui était purement juste sexuelle, érotique, alors qu'il y a énormément de dimensions à tout ça, juste même d'exploration de corps, comme on pourrait faire du yoga, ou enfin voilà. Et donc voilà, donc je fais des petits bondage tea time pour créer un espace safe, pour que les gens puissent papoter de sujets comme ceci aussi, où on n'est pas forcément entouré de gens autour de nous avec qui on se sent libre d'avoir des discussions sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, ça permet aussi à des gens de se rencontrer, à créer une communauté, enfin à délier les langues. Et C'est mixte? Oui, c'est mixte, mais étonnamment, il y a très peu d'hommes qui. J'ai eu très peu
sur les bondage time. Oui. Après, en fait, je préfère faire des bondage time non genrés parce que je crois à un monde non genré et parce que justement aussi, après il y a une sélection. Hein. Il y a une sélection parce que bon, le petit soumis là qui veut une séance, voilà, c'est pas l'idée en fait. Je veux pas ça. En fait, il y a une sélection des personnes, que ce soit des profils qui soient, qui matchent l'esprit du moment. Donc en fait, pour moi, c'est des personnes qui viennent avec des bonnes intentions et j'aimerais qu'on ne bloque pas une vision du genre en fait. Voilà. Tu connais toi du coup Carmen? Ouais, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois chez toi. Et effectivement, alors, ce qui est aussi, je pense, important de préciser, il n'y a pas de dimension dans les bandage time et même dans tes sessions où tu le fais sur des filles comme moi, par exemple, des amis. Oui. Je ne suis des amis, par exemple. Moi, je suis une amie, mais je suis pas ta petite soumise. Non. Voilà. Moi, je vais pas mettre une dimension sexuelle. Enfin, voilà. Il n'y a pas forcément, parce que les gens ils disent shibari, bandage, forcément pénétration, parce que ça c'est important de le préciser aussi parce que toi tu fais pas ça. Non. Voilà. C'est vraiment, il y a une dimension de tantrisme aussi parce que c'est un échange réel et concret avec elle. Oui. Quand c'est du bandage tea time, franchement, c'est de l'ostéo pour moi. Hein. C'est tu papotes avec les copines, tu regardes, en plus c'est très beau, et puis elle attache jamais de la même façon une personne à l'autre parce qu'elle va aussi nous toucher, essayer de comprendre où on a mal. Si tu dis bah là en ce moment j'ai un peu d'endométriose et a priori j'en vais en avoir pour longtemps, j'ai mal là ici là, elle va t'attacher en fonction. Oui. Et réellement. Et après parfois c'est pas forcément en fonction des douleurs que les personnes ont, mais on sent on sent les personnes où il peut y avoir un blocage, quelque chose, et du coup, si je vois que c'est une personne très introvertie, on va travailler des poses qui vont être... Et tu fais pas de la suspension tout de suite? Non. Pour une première fois? Normalement, non. À moins que le corps est prêt, mais ça, on le sent, c'est un langage, même s'il n'y a pas forcément de mots, on sent les énergies des gens et comment le corps réagit. Je sens que la personne peut... ou même a besoin de... Ouais, c'est de l'écoute. Et voilà. en fait, ça dit tout sur la sexualité aussi. Ah, ben, la c'est sensualité, exactement. parce que c'est que ça. Oui. Enfin, la sensualité, les êtres humains, c'est de la communication. Donc, c'est très juste ce que tu dis. J'avais pas forcément besoin de mots, mais c'est de l'écoute. Écouter le corps, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit. Moi, la première attache qu'elle m'a fait, c'était au sol. Et après, tu m'as suspendu. Mais pas le même jour. Une autre fois. Et puis après, on a fait ensemble une performance pour un clip qui est pas encore sorti. Une revue érotique que je prépare. C'était tonique. Ah là, oui, là, c'était sport. Là, c'était dans un cadre un peu exceptionnel. Oui, c'était exceptionnel. Elle fait jamais ça. Là, il fallait qu'on filme. Normalement, tes sessions, elles durent entre 40 et 1h30. Ouais. Maximum. Oui, en suspension. Là, on a été en suspension au moins 4 heures. Ouais. C'est ce qui pour elle déjà. Enfin, 4, oui. Enfin, après, t'étais quand même un peu au sol. Hein. Oui. Ah, oui. Ouais, mais toi, t'étais quand même tout le temps en tension. Ah oui, moi, j'étais en tension en permanence. En permanence, quoi. Donc, ouais, mais j'avais peur au début, et c'est ça que je trouve bien des fois aussi, c'est que t'as une appréhension. C'est comme aller pour la première fois dans un club SM ou tout ça. Enfin, c'est intimidant. On se fait tout un film sur les trucs et elle est extrêmement bienveillante, madame Maison Charte. Toi, t'as ressenti quoi la toute première fois où tu t'es fait attacher comme ça? Ça fait quoi comme sensation? Déjà, il y a la notion d'abandon qui est importante parce que tu es obligé d'être dans une pleine confiance avec la personne. Donc, il y a une petite appréhension au départ. Mais très vite t'es rassuré, enfin tu sais qu'elle va pas voilà, si tu te sens pas bien, si tu te sens oppressé justement parce que ça peut créer de la claustrophobie, tu le dis, tu le verbalises. Et tout le principe du BDSM aussi, c'est le safe word. Enfin, la communication, je veux dire, on ne continue pas si on va pas bien, on s'arrête tout de suite, quoi. Non. Donc ça rejoint la sexualité aussi quelque part, même si là il y a pas de dimension sexuelle, mais il y avait quand même cette sensualité d'être attaché, être dans l'abandon total, et le privilège aussi d'être attaché par madame. Parce que c'est un privilège. C'est très bien dit. Mais c'est vrai. C'est très bien dit. Tout le monde n'est pas attaché par madame. Non. Et vous parlez beaucoup de BDSM. Vous pouvez nous expliquer aussi ce que c'est ou ce que vous en avez expérimenté? Oui, bien sûr.
Alors, on l'expérimente pas forcément de la même façon, parce que c'est le champ des possibles est tellement immense dans le BDSM. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement BDSM? Le BDSM, donc. Bondage, domination et sadomasochisme. Voilà. Donc en fait, bondage, bim, on vient d'en parler. Donc tout ce qui est contrainte et tout ça. Rapport de dominant. Dominant-dominé. Dominé, voilà. C'est ça. Et donc sadomasochisme. Ça rejoint. Douleur, ceux qui aiment la douleur et ceux qui aiment sado donner la et douleur. dominant, c'est pareil pour moi dans ma tête. Non. Comme on peut être soumis, mais pas maso. Voilà. On peut être quelqu'un qui aime faire du service, par exemple. Mais pas souffrir forcément. Mais pas qui n'aime pas la douleur. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant parce que dans l'inconscient collectif, quand on connaît pas, c'est vrai que moi, j'aurais tout mis. Non. Et le masochisme, c'est la recherche de la douleur. Voilà. Et donc, sadique aussi, c'est une recherche de donner de la douleur. Donc, mais il y a plein de petits soumis et soumises qui veulent pas souffrir, qui veulent pas recevoir des coups de fouet ou. Oui, d'ailleurs, ceux-là, ils sont nuls. Moi, j'aime les massos. Ça m'intéresse moins, mais. Non, ils sont pas nuls, mais. C'est pas vrai qu'ils sont nuls. Voilà. Non. Mais une fois, c'est vrai que j'ai eu une proposition d'un monsieur qui voulait me servir, qui voulait être à mon service, faire tout. Mais de la cuisine aux courses et donc, mais c'est quand même un investissement personnel. C'est comme ton mec, mais sauf que il y a pas de relation et de dimension sexuelle. Juste ça. Pour tout. Oui. Mais ça, c'est son plaisir. C'est son plaisir à lui. C'est son kink. Vous avez pas son numéro de téléphone? Si. Non, mais moi, j'avais pas envie. Ça m'intéressait pas. Mais peut-être qu'il voudrait nous faire la com pour le podcast parce que franchement, on cherche quelqu'un. Non, justement, parce qu'il y a aussi toute une histoire de respect. Bien sûr. En fait, il faut faire comme on le sent. Il faut aller vers les gens qu'on sent. Donc, par exemple, même pour se faire attacher, si on a le moins de un mauvais pressentiment, quelque chose et qu'on sent pas la personne, il faut pas le faire avec cette personne. Il faut attendre la belle rencontre. Quoi. Voilà, la belle rencontre, parce que il faut toujours s'écouter. Ouais. Parce que sinon, souvent, ça peut tourner mal. Exactement. Ou en panique, faire une crise de panique ou des trucs comme ça. Et ou que la personne abuse. Mais même pour le service. Hein, voilà. Et donc en fait voilà, pour le service et tout ça, en fait aussi il y a un respect. Voilà, si un soumis m'approche, que j'ai tous ses coordonnées et tout ça, il y a aussi un respect de l'identité de la personne. Donc en général, on ne passe pas le numéro à quelqu'un d'autre. C'était une blague, hein, je vais pas l'appeler. Hein. non mais pour dire qu'en fait, il y a de le souligner. Voilà, en fait, c'est très important parce qu'on est dans quelque chose qui est dans l'intime. Et dans le personnel et souvent où les personnes se présentent vulnérables et présentent leur vulnérabilité qui est un cadeau précieux à mon sens. Bah bien sûr. Et c'est ce qui moi on parlait tout à l'heure. Ben oui. Les gens ne montrent pas leur vulnérabilité. Non. Leur vulnérabilité. Et nous avons beaucoup de l'eau. Vulnérabilité, voilà. Oui. Et du coup en fait pour ça d'ailleurs c'est je trouve le plus beau cadeau. C'est moi dans une relation justement de dominant à dominé, c'est cette confiance et de me donner leur vulnérabilité, qui se montrent vulnérables devant moi, c'est vraiment signe de la plus grande confiance en fait et ça je trouve ça beau. Bien sûr. Je trouve ça beau et fort. Ce que j'avais trouvé d'ailleurs joli chez cet homme que j'avais rencontré sur un site qui est dédié au BDSM, c'est Fête Life. Lui, il galérait à trouver quelqu'un qui voulait vraiment qui soit au service de. Voilà. Il dit moi, il faut vraiment, j'adore ça et je comprendrais si tu as pas envie. Et je dis écoute, je vais réfléchir parce que vraiment, je me suis posé la question à un moment donné, mais il y avait parce que je trouvais que sa démarche était tellement sincère et que j'avais une empathie sur le fait qu'il trouvait personne. Mais en fait, je me suis dit, moi, ça va pas me convenir. Donc, si ça me convient pas. Faites pas votre mère Teresa. Non, mais voilà, non, mais t'as raison, parce que c'est ça, en fait. Je vais pas faire ça pour lui faire plaisir. Il faut que ça me fasse plaisir aussi. Exactement. Et en fait, ça me faisait pas plaisir. Donc, finalement, ça s'est pas fait, quoi. Mais, moi, je trouve ça, effectivement, t'as raison de le souligner, tellement beau de montrer ta vulnérabilité. Oui. Oh là là, il est vulnérable. J'y arriverai jamais. Voilà. Et comment tu sais si t'es dominant ou soumis? En fait, c'est tu peux être les deux. Tu peux être les deux, d'accord. Switch, par exemple. Ouais. Moi aussi. Moi, je suis switch. Mais c'est très très dur de me dominer. Faut un très grand charisme.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça s'est posé. Ouais. Moi aussi, j'aime bien dominer, mais je domine pas quand même. Moi, je pratique pas le shibari. Non, mais voilà. Voilà, par exemple. Mais en fait, mais j'aime être soumise dans la technicité du shibari. J'aime bien être sa soumise. Je ne suis pas ta soumise, mais je veux dire être à me rendre vulnérable. T'as des soumises qui t'appartiennent. Il y a un espèce de contrat comme ça, un peu factice. C'est-à-dire que t'as ta propre soumise et c'est que ta soumise à toi. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça qui se met en place. Alors, non, en général, oui. En général, oui. Normalement, c'est un contrat Moral, voilà, qui peut être aussi écrit, hein, suivant les personnes. Où en fait, je suis leur unique dominant. Or, j'ai rencontré une merveilleuse personne. Cette personne me fait re-questionner mes zones de confort, mes contrats, car c'est une personne qui ne peut pas être la propriété d'une seule personne. Donc, et c'est ce qui fait sa beauté. Et donc, je me suis pas permise de même poser les mots, de lui dire, écoute, normalement, il y a que moi. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas la mettre en cage. Bon, les autres, oui. Mais cette personne-là, non, parce qu'en fait, sa beauté était dans sa liberté et sa force. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, les relations sont uniques. De part, voilà, comme tu dis, Carmen, par exemple, ta façon de dominer n'est pas la même que la mienne, enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que chaque personne a des désirs, a sa façon de faire. Et donc, en fait, il faut trouver une personne en face et qui soit en harmonie pour partager ses désirs ensemble. Et voilà. Et donc, en fait, il s'avère que on peut rencontrer des personnes qui nous challenge comme ça. Et c'est beau aussi. Voilà. C'est que rien n'est vraiment une formule, oui, il y a voilà. des codes, il y en a, mais voilà. on n'est pas obligé de les respecter à la lettre, quoi. Exactement. C'est marrant ce que tu dis ça parce que c'est à la fois il y a des codes qui sont c'est extrêmement, très codé. c'est très codé. Oui. Et moi, quand on en a un peu préparé en amont, et je trouvais ça super intéressant juste par rapport au BDSM ou par rapport à même le shibari, c'est des endroits où le dérapage n'est pas. C'est pas permis. Voilà. Non. Ouais. Ça peut arriver si tu tombes sur des mauvaises personnes, mais je veux dire, le BDSM, le consentement est au centre de tout. Le safe word, il vient du BDSM. Enfin, c'est vraiment. Explique-le alors ce que c'est le safe word, si tu veux bien. Alors, ça dépend des gens. Il y en a, enfin voilà, il y en a qui disent rouge, par exemple, pour dire que ça va trop loin. Là, c'est bon, je suis arrivée à ma limite. Et la personne qui te domine ralentit la cadence, réhabitue l'épiderme Alors là, si je parle par exemple de sessions, pas de shibari, d'impact, par exemple sur des croix de Saint-André. Donc une croix de Saint-André, c'est une croix en X qui peut tourner si on veut. Je les adore. C'est ça. Celle qui tourne, c'est le manège, c'est génial. Elle peut d'habitude très drôle. J'ai eu la tête en bas. On t'attache sur la croix et on te fait tourner. Oui, c'est comme un truc de cirque, comme ça. Là, c'est la fête foraine. Comme le lancer de couteau. Oui, exactement. Lancer de couteau, les jambes et les bras attachés. Écartés. C'est comme tu veux. Après, là, j'étais mi-habillée, mi-nue. En fait, il faut être dans un apparat qui nous correspond. C'est surtout ça. Donc, tu peux être entièrement habillé comme habillé de latex, entièrement recouvert. Tu peux être entièrement nu, tu peux être en lingerie. Comme j'aime à dire aussi, tu peux être en poussin géant. Voilà, en fait. Si tu te sens bien. Voilà, ou si t'aimes les leggings, le jogging, enfin, tout dépend qu'est-ce qui, toi, te représente et dans la tenue dans laquelle tu te sens le plus stimulé et incroyable. Bah oui. Donc voilà. Donc parce que c'est un spectacle aussi. Il y a des gens qui regardent en fait. Ça peut. Mais quand on est en club, oui, on s'expose forcément. Mais ça se fait pas tout le temps que en club. Non, c'est dans des sessions privées, je veux dire, si t'as envie de faire ça avec en face to face et tout. Moi, je l'ai jamais fait en face to face avec un jeune homme formidable qui travaille là-bas, mais qui m'a fait des impacts de grande qualité. Des impacts, c'est-à-dire l'impact sur la croix de Saint-André et du coup, c'est
on peut utiliser du martinet, de la fessée, du fouet, mais peut-être pas le fouet pour toi, mais je sais pas. Lui m'a fait du fouet. Un petit peu de fouet. Et les petites cravache. les espèces de grosses tapettes Oui. en bois ou en cuir. Avec des petits clous ou pas. Je me suis arrêtée au fouet. Ouais. Après, t'as des bleus, enfin, t'as mal. C'est dans la souffrance que tu trouves le plaisir. Tu peux avoir des bleus, ça dépend jusqu'où tu vas. Alors, moi, en général, quand du shibari ou l'impact, je suis plus rouge pendant quelques jours. Tu peux avoir des bleus, mais ça dépend aussi de la qualité de la peau que t'as. Si tu marques ou pas. En général, le shibari, en soi, il n'y a pas trop, normalement, les bleus, c'est pas trop des bleus. Tu peux avoir des traces de cordes, des traces de cordes qui vont disparaître dans les 3 jours, à moins que les cordes aient pincé un peu la peau. Effectivement, ça va faire un petit bleu, une petite prise de sang. Comme un effet suçon un peu. Oui, voilà. C'est ça. Ou tu peux avoir aussi des brûlures un petit peu légèrement parce que la corde est passée trop vite. Voilà. Bon, après en général, ça va. Si t'as des gros bleus, c'est un peu compliqué. Ouais. Et en termes de plaisir, on est dans quoi en fait? Ça rejoint la soumission aussi. Enfin, je veux dire, le plaisir d'être soumis et d'être attaché, c'est dans l'abandon. Hein. Ça rejoint la même chose que le shibari. La confiance totale, parce que la personne qui te fait de l'impact, t'es à sa merci. Et puis là, tu as la tête collée ou si tu le fais de face, tu peux le faire de face. Mais les 2 fois où je l'ai fait, j'avais le visage collé à la croix. Donc de dos, pour les gens, j'offrais mon postérieur. Qui est divin. Oui, nous l'avons vu, c'est fabuleux. C'est très beau. Et ça reste un spectacle, je veux dire, c'est artistique. Je veux dire, c'était assez marrant la première fois. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, des gens qui venaient pour la première fois et donc qui voyaient la croix de Saint-André qui tournait, qui est à côté. J'étais pas sur celle qui tournait. Et ils disaient, regarde, elle tourne! Donc c'était genre, vous nous déconcentrez là. Et donc il m'a dit, ne prête pas attention à ce que disent les gens. Tu es avec moi. Et là, déjà, moi, ça m'a isolée de tous les autres. Je n'entendais plus personne, j'étais qu'avec lui. Et effectivement, il m'a dit, si ça va trop loin, tu dis rouge. Et du coup, toi aussi, t'es dans une dynamique, je dis, il y a un truc d'orgueil, je dirais pas. Brat. Ouais, mais oui, du coup, on parlait du safe word. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je travaille sans safe word. Mais attention. Oui. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas, je préfère en fait avoir les mots classiques. Donc plus fort, pas assez fort, ça va. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, dans mes jeux de domination, je ne suis jamais dans des scénarios qui emploient d'aller à l'encontre de ce que dit la personne. Voilà. Donc il peut y avoir des scénarios de viol, des trucs comme ça. Je ne fais pas ça. Voilà. Donc en fait, de par ça, je veux juste que les mots dits soient clairs. En fait, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je n'utilise pas de safe word parce qu'en fait, mais tu n'as pas besoin en fait. J'en ai pas besoin parce que tu es à l'écoute des vrais mots quoi. Enfin de la c'est ça. C'est ça. Vraie question. Parce que ça va déjà. Voilà. Je pose des vraies questions parce que pour moi, Et les réponses vraies sont à la base, on sait que quand c'est non, c'est non. Voilà. Ça peut être un jeu de dire non alors que tu veux encore. C'est pour ça. Toi, tu dis c'est comme ça. Mais en fait, moi, je ne suis pas dans ce genre de scénario et de dynamique. Donc, du coup, je préfère que pour avoir plus de subtilité dans le langage, en fait. Parce que sinon, il faudrait 3 tonnes, plusieurs degrés de safe word. Rose, rouge, rouge carmin. Rouge on s'y perd là. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, et puis le corps déjà en dit long. Bah oui. Quand vraiment au bout d'un moment, dans les cris et dans la souffrance. Oui. Voilà, quelqu'un d'intelligent, il voit qu'il doit ralentir. Et ce qui est important aussi, c'est tout le moment d'après. Au moment où tu dis rouge, je te détache et c'est terminé. Hein. Non. Et non. On ralentit la cadence, on continue un peu l'impact, mais on fait des caresses beaucoup. On se parle proche, il y a une sensualité. Et ça, c'est... le aftercare. L'aftercare, voilà. Le aftercare, c'est très, très important. Parce que les gens savent pas toujours ce que c'est l'aftercare, mais c'est méga important. Mais en fait, c'est parce qu'on va tellement haut et tellement loin qu'il faut permettre à la personne de redescendre. Mentalement, voilà. Et du coup, parfois, on peut, et donc, en fait, c'est important d'être là, et
de rappeler qu'on est dans quelque chose de bienveillant, qu'on est là pour que tout ça était dans la beauté des choses, dans le plaisir. Et donc, oui, donc c'est voilà. pas de la domination. C'est important parce que souvent, je pense que les gens pensent que dans la domination, il y a que le plaisir de celui qui domine. Non, mais dans l'inconscient collectif, souvent, je constate ça. Dans les peurs aussi des gens, et en fait, c'est un c'est les deux. total. C'est un échange, C'est un évidemment. échange total. Tu ne peux pas aller au-delà des limites de la personne qui se soumet à toi. Donc, en fait, c'est la personne qui se soumet qui en fait domine au final, bien sûr. Dans un sens, parce qu'on ne peut que travailler dans le cadre de cette personne-là. Donc, en fait, d'être dominant, pour moi, je l'approche d'une façon où on a une énorme responsabilité. Parce que voilà, vous avez une Carmen à côté qui prend du fouet, mais qui le prend bien. Et on sait que cette personne va peut-être regretter d'être très très marquée parce que ça la serre, ça découpe. Eh bien, en fait, il va falloir aussi arriver à arrêter en tant que dominant et ne pas forcément écouter le soumis qui lui sera toujours, dans certains profils de Brat, par exemple, comme notre très cher, c'est quoi Brat? Comment dire, la capricieuse qui te défie, qui veut pas écouter, qui est là, mais oui. C'est une méchante soumise. Mauvaise soumise. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas, je te reconnais très bien là-dedans. Je défie les yeux un petit peu. Voilà. Genre, je ne sens rien. Même si il déguste. Évidemment. Mais, il va mourir. Une grande fierté. Voilà, une grande fierté. Et du tout. Donc voilà. Pas d'orgueil en moi. Et donc du coup en fait voilà, parce qu'après il y a un jeu qui peut s'instaurer comme ça, et en fait il faut savoir ne pas aller trop loin. Enfin voilà. Oui, c'est même à toi de sentir en fait exactement la limite non, mais parce que sinon si on écoute une Bratte, on va saigne à la fin. Voilà, c'est un petit hachis parmentier. Et en fait après il peut y avoir des regrets. Ouais. Mais bien sûr. Voilà. Des deux côtés en plus du coup. Oui, parce que voilà. Donc en fait, c'est important aussi en étant dominant, c'est qu'en fait, on peut pas faire n'importe quoi. Non. N'essayez pas de faire ça chez vous tout de suite. mais toujours dans le respect de la personne. L'écoute. Exactement. Voilà, mais ça c'est hyper intéressant parce que effectivement, il y a plein de gens qui se questionnent et de plus en plus on entend parler de tout, donc c'est important de le faire avec des gens respectueux qui savent comment ça marche, de pas faire n'importe quoi. Si je me permets de te couper, moi je pratique, je l'assume totalement, le pegging. Et je le fais souvent avec des hommes qui n'ont jamais fait. C'est quoi pegging? Le pegging, c'est le strap-on, c'est la pénétration avec un go de ceinture. D'accord. Voilà. Je le fais pas avec les femmes, j'aime le faire avec les hommes. Et souvent, écoutez, ils ont la prostate qu'on l'utilise. Bah bien sûr. Et je vais te dire que c'est un petit bijou qui viennent, ils ont très envie qu'on utilise leur prostate, mais ils ont fait le chemin tout seuls en général. Il faut explorer le corps. Ils sont allés explorer leur corps et ils sont tout à fait en conscience, mais c'est très bien. Ils sont pas allés en général au bout avec leur meuf ou en général ils sont célibataires. Enfin, j'ai pas eu de mecs en couple qui osaient pas demander ça à leur meuf, mais ça doit arriver. Hein, voilà. Mais ce que je trouve très important, et je fais pareil, je fais attention, déjà c'est mon plaisir à moi aussi, donc moi je vais pas prendre n'importe quel mec qui veut, enfin il y en a plein. Hein. Moi je me suis mis sur Grindr, qui est un site dédié aux homosexuels, j'assure que c'est fou. Tout le monde va aller chercher là. Non mais après c'est important d'écouter c'est lui qui décide, c'est le pénétré qui décide. Enfin, moi, jamais, toujours, pareil, moi, il n'y a pas de safe word, je dis toujours, ça va, tu dis si ça va trop loin. C'est toi qui décides. Et parfois, même ça va trop loin, mais c'est lui qui veut. Mais c'est lui qui décide. Oui, bien sûr. C'est de l'écoute. Il demande que ça aille plus loin. Mais jamais tu forces quelqu'un, c'est pas possible. Non, jamais. Consentement. Le consentement, il est au cœur de tout. C'est ça, on y revient. Donc, c'est vraiment l'écoute, le consentement, la communication, ça c'est super important. Sinon, on tombe dans du traumatisme. Et non, et on ne veut pas ça. Ben non. Non, parce qu'après, tu vas devoir faire le shibari pour leur enlever le traumatisme. Non, ça peut être un business qui tourne. Hein. Horrible. Non, on veut pas aller dans le trauma. Non. parce que en plus, on est là pour se faire plaisir.
Bien sûr. Voilà, on est là pour. C'est un échange. C'est un échange. On veut faire plaisir à l'autre. Ça nous fait du plaisir. Voilà, exactement. Et si on va dans une zone où ça va trop loin et qu'il y a un traumatisme qui se crée, des deux côtés, on se sent pas bien. Et puis de toute manière, il faut jamais aller là, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est un vrai échange, quoi. Non, oui, c'est l'enfer. Sinon, ça va pas. Et du coup, Carmen, tu nous as parlé du mot switch tout à l'heure. Donc, en fait, toi, t'es les deux, c'est-à-dire que tu peux switcher à un moment donné. Comme madame, elle l'a très bien expliqué, c'est difficile de la dominer. Mais oui, moi, je suis switch complètement dans mes relations amoureuses. Je suis complètement soumise dans mes relations sexuelles. J'aime être dominée, mais j'aime aussi inverser le processus, quoi, bien sûr. Enfin, j'aime dominer d'un seul coup, mais il faut être avec quelqu'un qui a envie. Alors, ce qui est intéressant aussi, dans le pegging, souvent, moi, ce que j'aime, c'est des gens que je connais pas. J'ai pas forcément envie de le faire au quotidien avec mon mec. Je sais pas si j'aimerais avoir un mec qui veut que ça dans ma vie. Ça via la sexualité, il y a tellement de champs des possibles. Est-ce qu'il y a une sexualité avec son partenaire et une sexualité en dehors de son partenaire de vie, genre Oui. Alors, vas-y, réponds pour ta part. Mais pour ma part, mon partenaire est Vanilla. Donc Vanilla, c'est qui n'est absolument pas dans tout ce qui est BDSM. Enfin voilà. Et du coup, mais il sait depuis toujours, dès notre premier rendez-vous, de par mon art ou mes activités, eh bien, je suis domina. Et il m'encourage dans tout ça. Et mais du coup, voilà, c'est qu'en fait, je dissocie la sexualité de mon couple et la sexualité que je vis en dehors. Voilà. Donc, je peux vivre justement tout ce côté de domination, enfin, à travers les soirées, mes pratiques artistiques, les rencontres en club. Et enfin voilà, il m'est soumis. Mais du coup, on a un contrat. Voilà, moi, je ne vais pas dans le génital. Ça m'intéresse pas. Même dans ma recherche personnelle du BDSM, ça ne m'intéresse pas parce qu'on peut aller très très loin sans aller dans le génital. Et je trouve que justement, lorsque l'on joue dans le génital, il y a le climax, enfin le éjaculation. Et donc en fait, quand il y a éjaculation, il y a une redescente. Sauf que moi, j'interdis toujours d'éjaculer, autant pour les hommes que pour les femmes, et pour tout le monde. J'interdis toujours d'éjaculer parce que la beauté de tout ça, c'est que ça va que monter. Et qu'on redescend jamais. Et qu'on redescend jamais, ça va prendre une semaine. Donc c'est ça qui, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est du edging? Oui, mais après le edging, en général, quand tu joues au edging, c'est qu'à un bout d'un moment, tu jouis quand même. C'est quoi le edging? Voilà. Ah, je viens d'expliquer. Ben le edging, c'est en fait quand tu retiens l'orgasme. Voilà, on stimule jusqu'à la limite de l'orgasme, on arrête, on redescend, on attend que ça redescende, on restimule, on rearrête. On fait ça, voilà, suivant toute la vie. Si tu voilà. À un moment donné, ça doit être l'enfer. En gros, voilà, tu fais ça sur une session. Mais en général. Voilà, en général, quand on joue au edging, il me semble que pour qu'il y ait edging, il faut qu'il y ait sorti. Du coup, voilà. Mais madame ne veut pas qu'on sorte. Non. Elle veut qu'on reste. Non, voilà. Voilà. Dans cet état transcendantal. Ouais. Et c'est vrai que après tu planes pendant quelques jours. Exactement. Et écoute, toi, pour répondre, moi je suis pas en couple. Donc ça fait 2 ans que je suis plus en couple et dans tous les amoureux que j'ai eus, j'ai pas exploré autant. Bon, le pegging, pour moi, c'est récent. Ça fait 2 ans, je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que j'ai pas réussi à faire avec mes compagnons. Bon, puisque pourtant, il y en avait 2-3 qui étaient très ouverts à ce qu'on leur stimule leur prostate, hein, bien sûr. Avec tout ce qui sera doigts et langue. Mais là, pour avoir bien exploré ces 2 dernières années, j'aime les sessions privées comme ça avec des hommes qui viennent pour la première fois, ce que je te disais tout à l'heure. Mais je sais pas si là j'ai pas de réponse claire à te donner, mais je sais pas si j'aimerais avoir dans mon couple ça au quotidien. Mais dans ton couple, enfin là, ton c'est célibataire, donc la question. Hypothétique couple futur, mais en tout cas, je sais que le format du couple ne me plaît pas depuis des années. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez hypocrite et je tends vers le couple libre, mais je l'ai jamais expérimenté pour l'instant.
Et voilà, donc ça, voilà, je lance une bouteille à la mer. Si vous voulez être en couple libre avec Carmen, Maria Vega, de me laisser faire du pegging de temps à autre, pour sachant que c'est vraiment une pulsion. En plus, j'en ai pas envie tous les 4 matins. Voilà. Non, mais c'est ça qui est beau aussi, ouais. c'est que justement, suivant les partenaires de jeu, en fait, on va aussi, il y a des choses qu'on pensait pas être capable de faire ou ne pas vouloir faire, mais cette personne-là va la réveiller en nous, voilà, comme des choses qu'on pense vouloir faire et qu'en fait cette personne-là ne nous inspire pas ça. Donc en fait voilà, c'est ça, mais il va nous inspirer d'autres choses. Donc en fait c'est ça qui est chouette aussi, c'est que vraiment c'est suivant les personnes, c'est des relations différentes, c'est des jeux différents, c'est des feelings aussi. Bien sûr. Exactement. Et puis demain, tu me reposes la question, j'aurais peut-être envie de complètement autre chose. Enfin, je veux dire, c'est le principe de la sexualité et des rencontres. C'est pas figé. C'est pas figé, Dieu merci. Quoi. Là, en ce moment, je suis bien comme ça, mais si demain j'ai envie d'être amoureuse de quelqu'un, je sais pas comment on construira le truc. Voilà. Mais je parle toujours en général quand même du couple libre au départ, et je cache pas du tout le fait que je traîne dans le milieu du BDSM. Il faut que ça soit dit tout de suite. Enfin, c'est des choses. Moi, je trouve que c'est très honnête parce qu'en fait, oui, c'est sain. Bah oui. Mais faut pas mentir. En plus, c'est pas honteux surtout. Enfin, non, mais c'est ça. J'ai quelque chose à rajouter. Je vous en supplie. Du coup. Oui, par rapport à l'art. Voilà, l'art et l'érotisme et la position de l'artiste dans tout ça. En fait, c'est un peu ce que tu as dit par rapport à quelqu'un qui voulait te brider dans ton image artistique. En fait, surtout en tant que, en tant que femme, on va dire, mais en fait, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des partenaires qui acceptent notre image scénique, qui n'est pas celle de la vie privée. Oui, qui n'est pas, ou qui peut être, mais c'est juste que c'est assez compliqué. Il y a cette espèce d'idée d'appropriation du corps de l'autre qui n'est pas juste. On n'appartient à personne. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que il m'avait semblé avoir eu la chance d'avoir des partenaires qui acceptaient ça. De toute manière, ils n'avaient pas le choix. Et en fait, j'ai eu une confession il y a un an où j'ai recroisé un de mes ex par hasard dans les rues de Paris. Et donc, on a pris un petit café. Et en fait, on était restés quelques années ensemble. Enfin voilà. Et la confession était donc que oui, qu'en fait, il n'avait jamais été à l'aise du fait que je sois nue. Dans les performances, ou que des personnes pouvaient me toucher le bras dans les performances. Enfin voilà. Et donc en fait, je t'avais dit donc, en 2024 là. Puis il aura mis un temps fou à te le dire surtout. Non mais oui, puis ça sert à rien de le dire. Mais et du coup, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée. C'est comme parfois quand je travaille avec, j'ai eu travaillé avec certaines modèles. Qui d'un coup me disent mais je peux pas faire ça parce que mon partenaire il va pas être ok. C'est compliqué. Oui, cette appartenance de son corps qui est son corps mais qui appartient à appartient à quelqu'un d'autre. Je tiens à dire et que ce soit clair, et surtout dans l'art en plus. Mais oui, mais partout ça marche, mais pas que dans l'art. Mais partout. Mais notre corps nous appartient. Point. On l'offre de temps en temps. Voilà. Et à qui on veut. Ensuite. Exactement. Non, mais... Voilà, c'est tout. Et aussi, ce qui a été intéressant, c'est au niveau culturel aussi, ce que j'ai pu rencontrer de par l'érotisme, l'image érotique du moins, la nudité ou la semi-nudité, c'est que j'ai été donc en Corée du Sud pendant 6 ans. Et en fait, ça a été un énorme challenge, parce que c'était en 2011, j'y suis partie. Ça a été un énorme challenge parce que pour pouvoir trouver des modèles qui acceptaient de poser pour moi, même si c'était en lingerie. Donc là, on ne parlait pas de nudité totale, on ne parlait pas non plus d'images qui serait plus frontale. J'essaye de travailler dans une certaine poétique souvent, enfin toujours. Et en fait, c'était très très compliqué parce que même si les personnes aimaient mon travail et voulaient poser, elles ne se le permettaient pas parce qu'elles pouvaient perdre leur travail, elles pouvaient être reniées par leur famille juste pour une photo. Donc
juste pour s'être mis en lingerie, disons. Donc en fait, c'était très compliqué cette barrière de la culture. Donc en fait, il y avait un énorme travail à faire au niveau de la société pour pouvoir arriver à une liberté du corps. Ceci étant, c'est encore valable aussi même chez nous, hein, parce que combien de gens font du BDSM sans le dire, oui, en se cachant. Mais ça reste une honte. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de dominés qui ont des hauts postes, qui viennent faire des sessions, et personne ne sait quels sont leurs kinks, quoi. Oui, c'est pour ça. C'est important d'en parler. Ben oui. De dédramatiser tout ça. Qu'en fait, oui, nous sommes tous fous. Et c'est chouette. Mais oui, de pouvoir exprimer qui on est dans la sexualité, on n'a pas tous la même, quoi. Donc c'est intéressant. Ben voilà. C'est important. Si on enlevait le mot de honte, en fait, je pense qu'on gagnerait quand même beaucoup de choses. Et puis la peur du regard des autres, parce que mais oui, le jugement. Ben c'est ça. Ça aiderait beaucoup de choses, je pense, dans la société. En fait, dès le moment où on assume. Moi je trouve que c'est bien c'est un acte politique. En tout cas, je trouve que c'est structurant quand même le BDSM. Moi, ça m'a libéré de plein de choses en 2 ans. Alors j'étais pas contrainte, mais autrement que parce que j'avais envie. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça avait me remis l'église au milieu du village pour plein de choses. D'affirmer tes envies. Alors, je les ai toujours affirmées, mais en tout cas, déjà, d'oser aller en club SM, c'était la première fois que je suis allée, c'était il y a 2 ans. Et c'était, j'ai eu peur, quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est génial. En fait, déjà, tous les gens sont normaux. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Et il y a des classes sociales absolument différentes. Il y a des clubs qui sont horribles dans Paris. Justement, vraiment, non, mais donnez-nous, voilà, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient essayer un bon club, moi, je trouve, qui seraient tentés on se rejoindra là-dessus. Le club Cri et Chuchotement est un des clubs les plus accueillants, sympathiques. Il y a plein de soirées très différentes en plus. Voilà. Donc des soirées vente aux esclaves qui est la plus entre guillemets ludique, je dirais. Oui. Après il y a la soirée des nuits félines où c'est contre voilà. C'est très agréable, très sweet. Il y a des performances. Toi, tu as déjà fait des performances, t'en fais souvent? Oui, j'ai des félines. Là, oui, j'en avais fait 1 ou 2 fois. Là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allée la semaine dernière, c'était Nana, Blue et Miel. Toute fleur qui ont fait un strip incroyable. Des artistes. En plus, il y a une dimension artistique dans le strip. La première fois que je les ai vus, les deux, là, c'était il y a, je pense, 2 mois et demi. Et c'était incroyable. J'ai pris une claque artistique parce que je savais pas ce que je venais voir. C'était ma première nuit des félines et tout. Et elles sont arrivées des balles et tout. Elles belles comme le jour. Et charismatique. Et puis dans une affirmation de leur sensualité, elles font un strip à 2. Et elles avaient une espèce de mise en scène où il y en avait une qui prenait en photo l'autre et elles se mettaient de la bouffe aussi. Toi aussi, elles aiment bien le king food. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission passionnante. On pourra en parler des heures. On pourra en parler des heures, ouais. Et voilà, Cri et Chuchotement pour ceux qui ont envie. On va tester avec Angelica, on va tout tester. Ouais, on va tout tester, on va tester. Oui, mais il faut. Ouais. Il faut. C'est chouette pour savoir si ça vous plaît ou pas. Déjà, Nuit des Félines, c'est les plus douces pour commencer. Tu nous amèneras à Carmen. Et la prochaine Nuit des Félines, on en est. Après, si tu désires. Oui, si tu désires d'autres filles. Voilà. C'est obligatoire? Non. En fait, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. On peut très bien y aller et rien faire du tout. Et juste rien regarder les performances. Quand ça dégénère, si ça te gêne, tu t'en vas. Enfin voilà. Voilà, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a aucune obligation, mais dans tout. Même si on rencontre quelqu'un où on se dit, tiens, on va faire une super session, ça va être un super soumis, et en fait, sur le moment, on le sent plus, on a le droit de pas, parce qu'on n'est pas dans le mood et tout ça. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Et donc, et aller en club, c'est chouette, et ça n'engage à rien. Ouais. Ça n'engage à rien. Il y a la Souria aussi qui est super. Ah oui, ça, c'est vraiment très bien. nuits c'est au serpent à plumes. Maison pourpre, Souria, c'est vraiment chouette. Ouais. Après, c'est plus libertin. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Moi, j'aime beaucoup l'expression de dire remettre l'église au centre du village avec le BDSM. Tu vois, je trouve ça parfait. Le sacré revient toujours. On adore. Comme toi. Ah, oui. En tout cas, merci beaucoup pour toute
toute cette libération de la parole, du sexe, du BDSM, des corps, du bandage, enfin de tout ce qu'on a appris. En tout cas, c'était génial. Je pense que nos auditrices ou auditeurs ont appris des nouvelles choses. Super. Bon, on espère. Et à la semaine prochaine pour une autre émission de sexe. On n'a pas fini de vous surprendre. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.